Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale. On est là jusqu'à 9 heures en direct avec toute la petite équipe. Mais déjà, je regarde l'horloge du studio, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Erwan Chartier-Le Floch. Il est historien, écrivain et rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le Poer. En 2022, la commune de Callac, dans les Côtes-d'Armor, se retrouve en une de l'actualité en raison d'un projet d'implantation d'un centre destiné à accueillir des réfugiés. L'idée de la municipalité étant de redynamiser cette commune du centre-Bretagne. Très vite, l'ultra-droite va s'emparer du débat qui prend une tournure politique dans un climat délétère où seront menacés des élus. La polémique va grandir au point de conduire la municipalité à abandonner le projet début 2023. Dans cette histoire, la presse et plus particulièrement l'hebdomadaire Le Poer, qui a couvert ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire de Callac, va se trouver en première ligne et être la cible de menaces. Ces intimidations et menaces de mort vont cibler les journalistes et le rédacteur en chef du Poer, qui n'ont eu qu'un tort, avoir fait leur travail. Erwan Chartier-Le Floch, rédacteur en chef du Poer, raconte cette étrange aventure sous forme d'un feuilleton dans Callac de Bretagne ou les obsessions de l'extrême droite française. Un ouvrage publié tout récemment chez Penbase. Erwan Chartier-Le Floch est notre invité ce matin dans Bretagne 5 matin. Il est venu de loin, du centre-Bretagne, pour être avec nous. Je l'en remercie. Bonjour Erwan. Bonjour. Alors je vais vous appeler cher confrère, puisqu'on fait le même métier finalement. Bien sûr. Alors Erwan Chartier-Le Floch, j'ai cet ouvrage entre les mains, Callac de Bretagne ou les obsessions de l'extrême droite française. Ça valait ce petit préambule que je me suis permis de faire ce matin au micro de la matinale, parce qu'on parle finalement à travers votre... Je ne sais pas si on peut parler de mésaventures, aventures ou déconvenues. On parle de liberté de la presse. Tout à fait. Des fois, moi, je parle même de dinguerie parce que c'est quand même pas habituel dans la vie d'un hebdo local où on fait de l'information générale. Nous, on est sur un territoire un peu particulier qui est sur 3 départements. Le Poer avait été créé d'ailleurs pour ça, pour donner de l'information un peu sur ces 3 départements, sur ce centre-Bretagne qui est parfois un petit peu oublié, mais qui a un gros caractère et des personnalités de gros caractère et qu'on adore. Et donc oui, en général, c'est plus calme. On est parfois à portée d'engueulade, c'est bien normal. C'est un peu le lot de tous les journalistes. Tout à fait, ouais, mais bon, on s'explique. Les rapports sont parfois un peu robustes, mais là, c'est quelque chose d'autre auquel on a été confronté, qu'on a vu se développer, et donc ça méritait en tout cas d'être raconté. Alors, on a choisi moi, j'avais choisi un peu le mode du feuilleton parce qu'il fallait aussi prendre un peu un côté léger des fois, parce que je voulais pas faire un essai politique, même si on parle de choses graves. On parle de choses graves oui. dans cet ouvrage, mais avec, j'allais presque dire, parfois une forme d'humour ou d'ironie. Allez, on peut le dire comme ça. Oui, on est un peu taquin parfois au Poer. D'ailleurs, c'est un peu notre marque de fabrique, comme d'autres hebdos d'ailleurs, mais ou dans la PQR aussi, dans la presse quotidienne. Mais oui, on voulait aussi, on voulait pas faire c'est pas un livre universitaire, mais on voulait un peu raconter ce qui nous est arrivé aussi, avec des moments parfois qui étaient un peu drôles ou un peu décalés dans cette aventure. Alors on s'était parlé il y a quelques mois, la saison dernière, sur l'antenne de Bretagne 5, vous aviez relaté à ce moment-là, alors je crois que c'était une menace qui concernait la rédaction, puisqu'il y avait eu une alerte à la bombe. Alors on en parle beaucoup des alertes à la bombe dans un autre contexte aujourd'hui. Ça va quand même loin, ça pousse loin, comme l'on dit. Oui, c'est ça. En fait, on avait décidé, nous, même après l'abandon du projet en janvier 2023, nous, on avait décidé d'aller en justice parce qu'on s'estimait diffamé et injurié par un article sur un site d'extrême droite, Résistance républicaine. Donc, on a fait une assignation au civil qui a été délivrée le 30 janvier. Et dans la nuit du 30 au 31 janvier, on a reçu les premières menaces de mort. Alors, ça me concernait. On me menaçait de me jeter dans une fosse avec les négros que j'aimais tant. C'est un peu violent le matin quand vous arrivez au boulot. Et puis après, on a eu 3 autres messages, donc deux coups de téléphone, dont une menace d'alerte à la bombe dans la rédaction. Et puis un autre message par mail, donc avec des gens qui avaient un savoir-faire, puisqu'ils sont passés par des VPN, par l'étranger, donc très difficile à remonter, par le dark web. Il y a des enquêtes en cours de la gendarmerie, on laisse les enquêteurs travailler. Mais oui, donc c'était quand même pas banal, et c'était surtout la violence du ton et la violence des propos qui interpellaient.
Et puis aussi, on a été confronté sur ces sites, alors c'était pas des menaces là, mais à des articles particulièrement injurieux. On aurait pu reporter plainte sans doute, mais on l'avait déjà fait pour le principe. Et oui, aussi pour la liberté de la presse, pour faire notre travail, parce que j'ai relu, du coup, en faisant ce livre, j'ai aussi besoin d'un peu de reprendre mes notes, de reprendre les articles qu'on avait faits, moi et les autres journalistes. Et donc j'ai encore moins compris, parce qu'on a évidemment traité de ce qui se passait à Callac. On a aussi traité des opposants, la création d'un comité d'opposants, parce qu'après tout projet peut être critiqué, à condition que ça soit de manière civilisée, mais ça nous a pas posé de problème, quoi, enfin, en tout cas. Au niveau de l'opposition à ce projet, au départ, c'était pas très politisé, finalement. Un petit peu, quand même un petit peu, pas tant que ça, en fait. On a... d'écrire ce bouquin aussi a permis aussi de revoir des choses qu'on n'avait pas vues forcément quand on est à chaud dans l'actu. Et effectivement, le premier communiqué, on l'a en février-mars de mémoire 2022. Ça nous fait un peu tiquer parce que c'était un peu en novlangue, un peu bobo, très généreux mais un peu bobo. Et on s'est dit, bon, c'est Callac quand même. Callac, c'est un territoire un peu particulier. C'est des gens, c'est un peu un territoire parfois un peu oublié, qui perd ses services publics, mais avec des gens avec un fort caractère, qui aiment bien, qui ont un langage assez direct. Et là, le communiqué était un peu, qu'on dirait en novlangue, mais pourquoi pas. Et ça sonnait pas local, finalement. Non, mais c'était soutenu, par contre, c'était soutenu par les élus des deux bords, par la municipalité de gauche, mais aussi par son opposition de droite. C'était un projet qui s'est inséré après dans le dispositif Petite Ville de demain. Donc ça visait à restaurer le bâtiment de l'ancien collège privé à Callac. Ma foi, il y avait rien de particulièrement délirant là-dedans. C'est vrai qu'avec le communiqué, tout ça, et la thématique des réfugiés, on s'est dit, bon, sans doute que l'extrême droite va réagir, mais on est dans un coin, comme partout ailleurs, d'ailleurs en Bretagne, on n'a pas d'élus locaux d'extrême droite, y compris du Rassemblement National, et encore moins de Reconquête de l'ultra-droite. Il n'y a pas de cadre, c'est pas des gens qu'on connaît localement, donc bon, on se doutait bien qu'il y aurait un petit peu de trucs, mais bon, on ne se doutait pas de ce qui allait suivre. Et d'ailleurs, dans le comité d'opposants au début, on a plutôt des gens un peu du coin qui sont pas à droite, un peu réactionnaires, sans leur faire injure, qui se disent inquiets du projet, qui s'interrogent d'ailleurs assez légitimement, qu'est-ce qu'on fait pour les gens du coin. C'est en fait une forme d'inquiétude et pas une attaque. Non, ils prennent... c'est un petit peu maladroit aussi dans leur communication, mais c'est pas... Et ces gens-là, on les voit petit à petit prendre de la distance, voire même s'en aller en septembre 2023, qui est vraiment une rupture. Pendant l'été, en fait, on n'entend plus trop parler de ce projet, j'avoue. Et là, ça revient début septembre. Et ce qu'on n'avait pas vu à l'époque, c'est l'université de Reconquête, donc du parti d'Éric Zemmour, où Reconquête qui s'est pris un gadin aux élections législatives quelques mois avant. Donc pour exister, qui va théoriser de faire de l'agitation propagande un peu partout, et notamment là où il y a des projets d'accueil de réfugiés. D'ailleurs, il faut d'ailleurs bien préciser que c'est des réfugiés, donc des gens avec des papiers, un statut. C'est pas des sans-papiers. Voilà. C'est des gens qui ont déjà le droit d'asile est reconnu, la France prend sa part. C'est pas la jungle de Calais qu'on a installée à Callac. C'est pas Vintimille, par exemple, où les réfugiés arrivent et attendent la possible Non, c'est pas du tout ça. C'est des gens de plusieurs nationalités et pas forcément des musulmans. Voilà, c'est le grand débat africain. Oui. Donc voilà, on voit les gens qui étaient dans le comité, à part une ou deux personnes, mais on voit un renouvellement. On voit même un des anciens président du comité qui a son mail piraté, et le mail piraté envoie un message mais antisémite atroce au curé, au maire de Callac, un truc délirant. Donc lui il prend ses distances, et là on voit que le début septembre le combat est repris, le combat entre guillemets est repris par des cadres là de l'ultra droite, dont des
personnes condamnées d'ailleurs pénalement. La taxe vient de l'extérieur, Erwan Chartier-Le Floch, finalement. Oui, alors il y a quelques personnes de Callac dedans, mais il y a aussi des personnes qui viennent un peu de partout ou installées en Bretagne depuis récemment, on va dire. Et on a une première manif le 17 septembre avec 200-300 personnes, avec une vraie manif alors là, d'ultra-droite, les slogans « On est chez nous »,« Non à la fréquinisation de la Bretagne ». Il y a un petit côté un peu folklorique quand même, mais on suit ça, nous, en tant que journalistes. Vous faites votre travail, finalement, de rapporter l'information. Ouais, on voit même pas après. Et il y a un peu plus, mais pas beaucoup, de contre-manifestants de l'autre côté de... Parce qu'on vous a accusé, finalement, dans cette affaire de militantisme. En tout cas, cette ultra-droite bretonne, ou plus largement cette ultra-droite, vous a accusé de militantisme, de soutenir le projet de... Alors, on l'a jamais soutenu, parce que c'est pas notre problème. On n'a ni à être pour, ni à être contre. On a juste à rendre compte. Nous, on est un média d'information générale reconnu par la profession. Moi, je suis dans les instances professionnelles là-dessus. J'ai relu mes notes. Alors évidemment, des fois, on peut avoir plus d'empathie pour des projets. Notamment, on a un militantisme pour le territoire, pour ce qui le met en valeur ou ce qui le fait progresser. Mais là, c'était vraiment pas la question. J'ai relu les notes. J'ai relu les articles en question. Alors, on a fait des choses qui sont pas les plus folles du monde. On est allé voir le maire de Callac. Dans l'article qui les a vraiment fait disjoncter, on est allé voir le maire de Callac qui s'est exprimé sur le projet. On est allé voir aussi, moi j'avais interviewé dans le même article, dans la même page, la directrice du Fonds Merci qui était à l'origine du projet de Village Horizon. Et notamment qui dit non, mais parce qu'il y a eu beaucoup de choses de fake news sur le nombre de réfugiés qui devaient arriver. Elle me le dit, et je l'écris. Non, on commence par une famille, on voit si ça marche. Ça peut être des Népalais, ça peut être des Soudanais, des Syriens. Il y a pas de... Et on veut pas mettre que des gens de la même ethnie, évidemment, à Callac, parce que on est en octobre 2022 et pour l'ultra-droite fait passer, on est entre 500 et 700 réfugiés qui vont arriver dans un bourg de 2200 habitants. Alors évidemment, c'est complètement délirant et ça fait peur aux gens, c'est juste ça, quoi. Alors qu'il n'y a jamais eu de chiffre officiel, quoi. Alors, il y a cette montée en puissance de cette extrême droite, de cette ultra-droite, on peut aller jusque-là, et surtout les propos. Moi, ce qui m'a frappé en lisant votre ouvrage, Erwan Chartier-Le Floch, ce sont les propos parfois, alors délirants pour certains, d'ailleurs vous les prenez avec beaucoup d'humour, les gestes aussi, parce qu'il va y avoir forcément une contre-manifestation pour soutenir le projet, et là aussi vous allez faire votre travail de journaliste. Oui, alors il y a une deuxième manif en novembre. Et là, comment dire, il y a un peu plus de monde, alors des deux côtés déjà, mais on a, dans les 400 personnes côté ultra-droite, avec là, effectivement, des gens avec des bérets verts, des anciens d'Algérie, des vieilles dames avec le serre-tête, des militants de Civitas, un mouvement catholique intégriste. Qui a été dissous depuis par... ou qui envoie de dissolution. Ou qui envoie de dissolution, effectivement. Des Vendéens en costume pas de chouans, parce que c'est breton, mais en costume de la fin du 18e, avec des fourches. Ah oui, vous aviez les fourches aussi. Ouais. Et un peu des stars de l'extrême droite, comme Gilbert Collard. Des discours très étonnants sur les migrations. Enfin, on voit que c'est quand même assez obsessionnel chez ces gens. Et puis quand même 20 à 30 jeunes militants d'ultra-droite, dont certains cagoulés, qui nous ont pété une banderole suprémaciste avec la croix celtique, entre guillemets. Là, on est dans l'ultra-droite bretonne, finalement. Non. Alors avec des gens qui venaient vraiment d'ailleurs, et notamment ces jeunes militants, il y en avait beaucoup, quand on est allé les interroger, qui nous ont dit on vient d'Angers, enfin les jeunesses angevines, où il y a des groupes, notamment un groupe qui a été dissous aussi, l'Alvarium. Ah oui, exactement, qui a été dissous récemment. Sur Angers, un peu Nantes. On a des gens qui viennent jusque d'Occitanie, mais il y a aussi des gens du coin. Il y a pas, mais c'est pas des gens
majoritaire forcément, quoi. Et puis de l'autre côté, on a 700-800 contre-manifestants. Il y a des incidents. Il y a 200 gendarmes mobiles quand même dans Calac, ce qui est assez peu courant et qui font tampon entre les deux. Il y a des incidents, donc on en rend compte aussi, quoi. Il faut dire pour nos auditeurs qui sont pas forcément bretons, qui nous écoutent, que Calac, sans être du tout péjoratif, c'est un petit bourg, Calac. C'est pas une grande ville. Non, c'est un petit bourg de 2200 habitants qui est entre Guingamp et Carhaix. Qui est donc à vocation agricole, qui est un ancien fief du Parti communiste et du communisme centre-breton rural, qui s'est notamment développé après le rôle des communistes dans la résistance. C'est une zone d'ailleurs qui était en quasi-insurrection 1 ou 2 mois avant le débarquement, avec des combats contre les Allemands, des exactions des nazis qui ont fortement marqué évidemment les mémoires dans le coin. On est dans une vieille terre un peu de gauche et je pense que c'est ça qui en faisait aussi une cible symbolique pour l'ultra-droite. Alors vous recevez, donc il y a cette manifestation où la tension est palpable, il y a des gestes Oui, en fin de manif, moi je me retrouve sur la place de l'église, il y a des jeunes d'ultra-droite qui sont au bar, voilà, mais je continue à faire des photos. Il y a plein de gendarmes mobiles, il y a des confrères de la presse, de Ouest France, d'envoyés spécial. Et là, je vois que ça ne plaît pas du tout à deux, trois individus qui viennent m'insulter. On est séparés par les gendarmes mobiles. Je les prends en photo, je continue à les prendre en photo parce que c'est mon travail et on est dans l'espace public, donc j'ai tout à fait le droit de prendre des photos. Et comme ils ont crié, on est chez nous, je leur réponds en breton et ils ne parlent pas breton, donc on voit qu'ils sont interpellés par la chose. Voilà, d'où le fait aussi que c'était pas des locaux, comme l'on dit. Non, pas vraiment, non, j'ai l'impression. Alors, après surviennent les menaces. Alors on va très vite, parce que je renvoie quand même les auditeurs à la lecture de cet ouvrage qui est un véritable témoignage, un feuilleton. Ça se lit d'ailleurs. Vous avez voulu que ce soit un feuilleton, ça se lit comme un feuilleton. Alors il y a les menaces qui arrivent très vite finalement à la rédaction du POR. Voilà, on fait notre assignation. Elle arrive. Il y a les 3 mois légaux et on arrive on a à peu près le temps que l'avocat les rédige. Elle s'est délivrée le 30 janvier et dès le 31 janvier, je reçois à la rédaction, sur le mail de la rédaction, les premières menaces de mort. On va te crever, on va te jeter dans une fosse avec tes copains négros. C'est quand même violent, humainement, parce qu'on dit qu'est-ce qu'on a fait. Vous recevez ça comment, Erwan Chartier-Le Floch, à titre personnel? Vous dites c'est une violence. Vous recevez ça comment? Vous avez peur? Vous dites non, c'est des bêtises? Non, je suis plutôt sidéré par la bêtise du propos, par la violence aussi. Je me dis il faut vraiment être... On se met un peu dans la place de gens qui sont confrontés régulièrement à ça, quoi. À ce racisme-là, bête, primaire. C'est pas de la peur, c'est plus de la sidération. On est mon Dieu. Il y a une colère aussi dans le fond. Par contre, après, il y a la colère, et la colère, elle est vraiment plus forte quand ils sont pris, notamment au téléphone, à des salariés de la boîte, où là, j'accepte pas, notamment des femmes. Voilà, ça montre vraiment que c'est des gens un peu malades, un peu obsessionnels et très lâches surtout. Et il y a cette alerte à la bombe, alors qui va faire le tour de la presse. Alors il faut dire qu'entre-temps, vous avez alerté, vous avez parlé de votre histoire. Le club de la presse ici en Bretagne s'en est fait écho. Les confrères, les consoeurs ont soutenu évidemment le POR. Ça a été le cas ici aussi à Bretagne 5. Voilà, la liberté de la presse si importante. Et puis nos confrères de France Inter aussi, en la personne de Claude Askolovitch, qui vont parler de votre histoire. Finalement, ça se médiatise très vite. Oui, parce que c'est un choix qu'on a fait. On a eu un débat aussi et on a choisi. Moi, j'ai dit, je vais faire des communiqués à chaque menace. On se laisse pas faire. Notamment parce qu'on avait vu aussi les élus de Calacois, parce qu'il y avait 12 plaintes qui ont été déposées pour menaces de mort, menaces de destruction par les élus calacois. On a vu aussi les personnels de la mairie de Calac qui étaient insultés presque quotidiennement, dont certains ont craqué. Et on s'est dit, moi je me suis dit, on est journaliste, on se laisse pas faire, on va en parler, on va témoigner. C'est important. Parce que peut-être les élus calacois n'ont pas été soutenus par les grands partis traditionnels comme autrefois ces grandes structures l'auraient fait. Et on a eu bien l'impression qu'ils n'arrivaient pas à en parler justement.
Et donc nous on s'est dit on le cache pas, on minimise pas, c'est grave, et on va en parler. Et c'est vrai que la profession s'est sentie aussi touchée, parce je sais qu'après des personnes de grands groupes de presse on dit, il y a eu des débats et on dit oui, non mais enfin ils sont une petite rédaction, ils sont isolés, ils n'ont pas de service juridique, donc c'est important aussi de les soutenir. Il y avait ce soutien de la corporation, sans faire de corporatisme échevelé, mais de la corporation vis-à-vis du Power. Alors sans vous offenser, c'est pas une grande rédaction le Power. Non, on est 4 journalistes, 3-4 journalistes, on est 6 salariés, une vingtaine de correspondants locaux, c'est un truc très classique en presse hebdo, et on est indépendant. Alors le Télégramme est en partie actionnaire parce qu'il nous imprime et nous diffuse, mais c'est moi qui suis l'actionnaire principal, et donc on est un hebdo indépendant, mais c'est surtout ça quoi. Enfin, je pense que la presse a souvent été attaquée ces dernières années. Il y a eu même des rédactions, des tentatives d'incendie, des injures, et c'était aussi de réagir à ça et de dire non, c'est pas possible, quelle que soit la cause. Nous, on fait notre travail, on informe. Si les gens veulent s'exprimer, il n'y a pas de souci, on passe des droits de réponse, mais pas ça, pas des menaces de mort et pas des. Et on est vendu à personne et on n'est pas achetable. Erwan Chartier de Floch, aujourd'hui, alors j'allais presque vous dire, vous allez comment après l'écriture de ce livre? Vous avez un petit peu tourné la page ou vous êtes encore sur vos gardes? Non, j'ai écrit ça aussi parce que c'était à chaud, je voulais pas tout oublier, je trouvais que ça méritait d'être raconté. C'était pas pour régler des comptes, c'était pour expliquer. Voilà, chacun de se faire une opinion. Moi, j'ai pas envie d'asséner des vérités, mais de raconter nous comment on l'avait vécu, ce qu'on avait vécu, parce que c'était quand même un épisode particulier, et à chacun après de se faire une idée. On en appelle plus évidemment à l'intelligence du lecteur, et il peut ne pas être d'accord, il peut nous critiquer, c'est bien normal, et c'est fait exactement pour ça, ce livre. En tout cas, vous avez vraiment raconter, alors je vais pas dire minute par minute, mais enfin avec aussi toute la réflexion autour de cette Bretagne qui accueille, qui est une Bretagne à bras ouverts, j'allais le dire peut-être un peu comme ça. On le voit transparaître dans cet ouvrage. Oui, parce qu'il y a quand même des particularités bretonnes, et notamment, à Calac, il y avait des réfugiés, il y en a depuis la guerre civile espagnole, mais dans les années 30, mais même avant. La Bretagne a toujours été plurielle, il y a des gens qui s'y installent, il y a des gens qui partent aussi. J'ai un autre bouquin qui sort en ce moment sur les Bretons du monde, où désolé, dans la région de Gourin, il y a des milliers de gens qui sont partis aux États-Unis, en Amérique du Nord. Donc on est les deux, on a les deux expériences. On a plus c'est vrai, en Bretagne centrale, on a plus l'expérience d'émigrer. Et donc, on imagine un peu si des partis comme celui de M. Zemmour arrivaient au pouvoir un peu partout sur la planète, on aurait des milliers de centres bretons qui reviendraient. Alors, ce serait peut-être bien, ça serait peut-être mal, mais... Ça repeuplerait finalement la campagne. Ouais. Mais pour faire un peu d'humour. Je pense que la Bretagne est toujours diverse et elle s'enrichit. Voilà. Mais après, c'est un débat. On peut être pour ou contre l'immigration, on peut être pour ou contre la pluie ou le soleil. Ça existe. Et l'important, après, c'est des problèmes politiques, et c'est aux politiques de s'emparer de ces questions-là avec courage, et de chercher des solutions dans les meilleurs possibles. Erwan Chartier de Floch, vous avez été débouté, c'est arrivé tout récemment, de ce procès que vous avez intenté à ce site d'extrême droite. Pour vous, c'était une suite, vous y attendiez, ou vous dites, voilà, c'est un peu le coup de poignard? Non, c'est ni un coup de poignard. On est débouté sur la forme et pas sur le fond. Oui, c'est important de le dire. Oui, on n'est pas. Les juges n'ont pas dit qu'on avait tort et qu'on n'avait pas de les avoir saisis pour injure et tout ça. Donc c'est sur une question technique sur les personnes à assigner. C'est toujours difficile en droit de la presse et notamment avec Internet, parce que là, au moins, on avait un site qui était domicilié en France, parce qu'il y a un site jumeau qui est en partie en Israël, avec un directeur de publication en Suisse, donc beaucoup plus difficilement atteignable. On regrette pas de l'avoir fait, en tout cas. Ça nous paraissait normal de saisir la justice, parce qu'on s'estimait injurié et diffamé. Maintenant, on prend quelques jours pour réfléchir, mais on va très sûrement aller en appel pour refaire valoir nos droits
Et sur cette question de forme, on va répondre et on pense que non, la plainte était bien justifiée. C'est comment la vie à Callac aujourd'hui? C'est plus calme? Callac a retrouvé ses marques, hein? Oui, alors c'est toujours aussi difficile parce qu'il y avait une grande partie de la population qui ne s'est pas exprimée, hein, qui était sans doute ni pour ni contre d'ailleurs. Il y avait des gens contre, il y avait des gens pour, comme d'habitude. Mais oui, les élus ont préféré renoncer au projet, qui était mal, qui était mal en... Ils ont préféré ça. Le calme est en partie revenu. Je pense que ça laissera quand même des traces. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est que tous ces gens qui sont venus à Callac de l'extrême droite n'avaient aucun projet alternatif, ou du moins on l'attend encore. Et on verra bien quels seront leurs scores aux prochaines élections. Aujourd'hui, on est dans un contexte particulier. Alors, on ne va pas parler de grande politique, comme l'on dit, mais on voit quand même une montée de l'intolérance, beaucoup dans ce pays. Et souvent, la presse est montrée du doigt. Elle est pourtant très diverse, très plurielle, la presse en France, et Dieu merci. Et heureusement. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose quand même qui est de nature, un petit peu un bruit de fond qui vous inquiète, Erwan Chartier-Le Floch? Ouais, alors comme je suis un peu historien... Voilà, alors oui, je le disais en commençant, vous êtes aussi historien, c'est important. J'irais dire qu'il y a eu d'autres périodes où c'était quand même aussi compliqué. C'est toujours compliqué, en fait. Il y a des périodes, je pense que dans les années 50-60, quand il y avait les décolonisations, c'était compliqué. Ce week-end, j'étais avec d'autres patrons d'hebdo, et La Manche Libre, qui est pourtant classée à droite en Normandie, avait été la cible de l'OAS. Avec son directeur qui avait été visé par un attentat, enfin il avait subi des tirs. Dans l'entre-deux-guerres, c'était aussi compliqué. Sous la Troisième République, où il n'y avait pas le délit de diffamation, justement, c'était quand même très vif, et les affrontements politiques étaient très, très vigoureux et robustes. Donc voilà, non... Je pense qu'on a notre rôle, on doit défendre aussi plein de choses. On a plein de choses à défendre, la presse, notre indépendance éditoriale évidemment, mais aussi la protection des sources, la pluralité, c'est important. Et on est un des maillons de la démocratie. On n'est pas des acteurs, on est des observateurs. Il y a toujours eu des attaques contre la presse. C'est aussi à nous de dire ce qu'on fait, comment on travaille, et de faire de l'éducation aux médias. C'est important, et je pense que tous on le fait. On va essayer de le faire au mieux, quoi. Je renvoie à la lecture de votre ouvrage, Erwan Chartier-Le Floch, Callac de Bretagne, ou les obsessions de l'extrême droite française, paru chez Pen Base. Je ne parle pas breton, j'espère l'avoir bien prononcé. Parfait. Et ouvrage, j'allais presque dire salutaire, et puis ouvrage témoignage, feuilleton, et ça se lit très bien, et c'est aussi avec une grande dose d'humour, rédigé avec cette grande dose d'humour, et c'est important, on en a besoin aujourd'hui. C'est sérieux avec de l'humour. Oui, et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le feuilleton, et du coup je suis parti sur un autre feuilleton, mais qui sera sur un sujet beaucoup plus... Pas plus léger en fait, mais une histoire de rivalité politique, 25 ans de rivalité entre Richard Ferrand et Christian Troadec en Bretagne, et je pense que ça amusera pas mal de gens aussi. Vous reviendrez nous voir pour en parler, c'est important. Merci infiniment Erwan Chartier-Le Floch, historien, écrivain, rédacteur en chef du Power, et j'ai même découvert docteur en études celtiques. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, je vous souhaite une très belle journée. Pareil, merci beaucoup de votre invitation. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.